Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui un chef d'entreprise, Dominique Sarr, fondateur d'Exapay. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Nous recevons aujourd'hui un chef d'entreprise d'origine sénégalaise et qui nous a fait l'honneur donc d'être sur le plateau. Donc il s'agit de M. Dominique Sarr, qui est le fondateur de l'entreprise Exapay. Monsieur Sarr, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Et donc, avant de vous poser mes questions, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour Cara, merci de me recevoir à votre émission Face à l'Afrique. En effet, je suis Sarr Dominique, d'origine sénégalaise, qui a fait une formation dans le domaine de l'expertise comptable et du droit des affaires et qui, après quelques années d'expérience, s'est lancé dans l'entrepreneuriat depuis les années 1989. Très bien, Monsieur Sarr. Donc, et vous vous êtes lancé depuis 1989 dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez depuis longtemps? Alors, c'est quelque chose que j'ai envisagé suite, je dirais, à une certaine déception par rapport aux différentes missions que j'ai occupées, parce que quand j'ai dit 1989, c'était quand même un monde où les Africains n'étaient pas toujours très incorporés dans l'entrepreneuriat et dans le monde du travail. Donc, ayant fait une formation qui devait m'amener vers l'expertise comptable, et qui dit expertise comptable, il fallait déjà aller faire 3 ans d'apprentissage du métier dans un cabinet comptable pour par la suite soutenir un mémoire et devenir expert comptable. J'y ai fait 2 années et je me suis rendu compte qu'être expert comptable dans les années 1977 n'avait pas forcément un aboutissement concret par rapport à ce que je voulais faire, parce qu'il fallait conquérir de la clientèle qui aurait été difficile compte tenu d'un contexte sur lequel je ne vais pas trop m'étendre. Donc je me suis dit, il fallait que j'aille travailler dans des entreprises. J'ai quitté le monde du cabinet comptable pour aller travailler et je suis devenu contrôleur de gestion et qui m'a permis de sillonner un peu partout dans la France, et qui dit conseil de gestion, dire amener des éléments tangibles, concrets, pour conduire les dirigeants à prendre des décisions. Mais une décision, il y a des effets qui sont très factuels, mais il y a de l'humain. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce pourquoi j'ai travaillé n'aboutissait pas forcément aux bonnes décisions. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer à faire ça. Comme ça faisait des années que j'y étais et que personne ne m'a dit, Dominique, il faut partir, je me suis dit, fort de mon expérience, je vais me mettre à mon compte. Oui, donc vous avez donc travaillé. Est-ce que c'est, par exemple, la comptabilité? Donc, vous aimez les chiffres alors? Alors, j'adore les chiffres, donc je me caractérise en disant je suis plus un homme du domaine du droit et des chiffres. Donc, les chiffres, je les maîtrise, je les connais, mais la compta que je faisais dans un cabinet comptable et qui devait m'amener à être expert comptable n'était pas satisfaisant pour moi, parce qu'en fait, je faisais du travail qui était très ponctuel, pour lequel les clients, on ne leur apportait pas le conseil qu'on aurait dû leur apporter en termes de meilleure gestion de leur entreprise. Et on me répétait sans arrêt, Dominique, vous n'êtes pas payé pour ça, faites-leur un bilan, signez, faites des déclarations de TVA et de social, et on s'en tient à là. Et moi, j'avais besoin d'aller au-delà du simple bilan, mais de dire, en fait, qu'est-ce que le client que j'ai en face pourrait faire de mieux pour mieux s'en sortir et mieux le renseigner. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le domaine de la paye? Est-ce qu'il y a donc il y a un lien entre la comptabilité et la paye? Ou bien c'est 2 domaines différents? Alors, c'est tout à fait 2 domaines différents. L'un est beaucoup plus en volet chiffre et l'autre est beaucoup plus en volet juridique d'accompagnement des chefs d'entreprise. Et donc, la paye est devenue quand même quelque chose aujourd'hui dans des structures françaises incontournable. Au contraire, on en parlera certainement plus tard, oui, des sociétés africaines où l'économie est un peu plus informelle. Au jour d'aujourd'hui, tout chef d'entreprise qui embauche et qui veut être dans le formel pour ne pas être pris par la brigade que peut être l'URSSAF ou les autres, est obligé d'établir 2 contrats de travail, 2 bulletins de salaire, de faire des déclarations à des dates ponctuelles. Donc on tient davantage, le client a plus besoin de ce service-là que la comptabilité. La comptabilité, il suffit une fois de faire un bilan. Donc la paye, il faut le faire tous les mois. Et quand les gens sortent, il y a tout un tas de formalismes qu'il faut savoir gérer. Et donc, comme j'étais curieux de dire, je voulais m'approcher de mes clients pour les accompagner, les conseiller,
j'ai dit la paie était plus un secteur vers lequel je devais y aller plutôt que celui de la compta. Bien que, comme je vous ai dit au départ, la compta, je la connais aussi bien que le reste. Mais aujourd'hui, je suis plus devenu un spécialiste de la paie. Très bien, donc vous êtes basé à Toulouse. Je suis basé à Toulouse. Et donc, pourquoi Toulouse? Alors, Toulouse, pour la simple bonne raison, je vous ai dit au départ, j'ai fait du sport de haut niveau. Oui. Donc, en fait, je suis venu en France par le biais du basket. D'accord. C'est un club qui m'a repéré, qui m'a fait venir dans la région lyonnaise où j'ai vécu pendant 2 ans, tout en me destinant un jour à être expert comptable parce que j'ai eu la chance d'avoir été formé au Collège Saint-Michel qui ont eu les premières formations de bac G2. Donc j'ai eu un diplôme de bac G2 et comme la compta m'avait plu, je m'étais dit toujours, je finirai par expert comptable. J'ai renoncé pour les raisons que je vous ai expliquées, parce que je n'avais pas de perspective de créer une clientèle compte tenu du contexte qui était dans les années 1977. Et donc, la compta, je la connais, mais la paye était plus quelque chose qui m'intéressait davantage pour les raisons que je vous ai citées, à savoir être proche du client, l'accompagner dans la maîtrise du code du travail français qui est assez complexe. Alors, donc, si on parle des clients, donc vous, dans votre portefeuille, quelles sont vos cibles? Ce sont les PME, PMI ou les grandes entreprises ou tout le monde? Alors, ma cible essentielle, ce sont les TPE, PME, PMI, de 1 salarié jusqu'au maximum 100 personnes. Quelle est la raison de ce choix? Étant donné qu'un chef d'entreprise qui a très peu de salariés va plus se polariser à aller sur son cœur de métier qui est d'aller chercher des clients ou faire le travail pour lequel on le paye, mais qui se dit j'ai aussi une contrainte administrative qu'il faudra que je délègue à quelqu'un plutôt que de passer du temps à faire ce pourquoi je ne suis pas formé. Donc les petites structures, c'est ma cible, d'autant plus qu'il y a un volet économique. Si j'ai 5 salariés, il vaut mieux éviter d'acheter un logiciel, d'embaucher quelqu'un, de former quelqu'un, quand on peut confier cette prestation à des tierces personnes qui en sont maîtres et qui peuvent le gérer en lieu et place pour moi. Et donc c'est pour ça que ma devise, j'ai dit toujours, nous nous substituons aux chefs d'entreprise pour être en fait leur DRH qu'ils n'ont pas les moyens d'embaucher ou qu'ils ne veulent pas tout simplement embaucher en préférant s'appuyer sur quelqu'un qui va les appuyer, qui va les conseiller et les rassurer. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, le service d'externalisation, c'est cela? C'est ça. Alors, donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes dans ce domaine, est-ce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent que les entreprises externalisent leurs services de paie? Alors, de plus en plus, tout simplement parce que le sujet est très complexe. Le code du travail français est très, très inflationniste. Voilà, et ça change tout le temps. Et ça change tout le temps en permanence. Et donc, même nous qui nous sommes obligés de vous adapter régulièrement. d'avoir la tête sur le guidon pour mettre à jour, à titre d'exemple, chaque année, je reçois le code du travail. Je ne garde pas celui de l'année d'avant. Je prends, je jette et je prends le nouveau. Parce qu'il y a des choses qui ont changé et c'est le meilleur moyen de pouvoir faire une veille intellectuelle plutôt que de dire « Ah, il était là l'année dernière, donc je jette et je recommence ». Donc c'est quelque chose qui change en permanence. Donc, donc c'est de plus en plus externalisé parce que les gens ont besoin de se dire cette activité qui est en fait très, 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 très inflationniste et pour lequel je m'expose à des risques. Les risques sont de 2 types. Vous pouvez avoir un contrôle de l'inspection du travail, vous pouvez avoir un contrôle de l'URSSAF. Et donc ces gens-là, on sait ce que c'est. Donc pour éviter d'avoir ça, on préfère dire je confie le dossier à des gens dont c'est le métier. Et donc aujourd'hui, l'externalisation est de plus en plus usitée, et d'autant plus que les logiciels aussi évoluent et que l'entreprise n'a pas toujours ou n'a pas l'intérêt de former quelqu'un en permanence. On préfère dire je confie ça à quelqu'un pour une question de flexibilité de gestion du personnel. Alors, donc, vous êtes basé en France. J'imagine que votre clientèle est majoritairement française. Et est-ce que aussi on peut, des entreprises basées en Afrique peuvent vous confier cette tâche? Alors, pour le moment, on est basé à Toulouse, en France, et j'ai aujourd'hui que des clients français et dans une perspective de développement, je ne vise que des clients français dans un premier temps, pour les raisons que je vous ai citées, à savoir le formalisme qui est lié au travail et qui fait une contrainte ici, et qui n'est pas forcément une contrainte dans nos pays africains. J'espère qu'ils le seront plus tard, mais dans la perspective de l'externalisation, j'ai prévu d'aller
déplacer cette plateforme depuis l'Afrique. Ça veut dire trouver des gens que je vais former au métier de ce qui est fait ici, à la maîtrise du code du travail, aux techniques de paye, pour qu'ils soient en mesure de faire le même travail, mais depuis le Sénégal. Ah d'accord, il faut qu'une personne physique soit basée dans le pays concerné. Tout à fait. Et l'idée est même d'aller former plus d'une vingtaine de personnes la première année, une trentaine la deuxième année, une quarantaine la troisième année, pour qu'ils soient en mesure de de s'approprier ce métier-là et de l'exercer depuis le Sénégal, pour des raisons tout simplement de coût. Et les motivations, je viendrai plus tard, parce que je pense qu'on parlera quelles sont les motivations qui m'amènent à aller faire ça en Afrique. En Afrique, bien évidemment, oui. Et, parce que c'est... donc, quelles sont ces motivations dans ce cas? Alors, la motivation, beaucoup d'entre nous, nous avons quitté le pays pour aller chercher de meilleures formations, mais en ayant toujours au fond de nous-mêmes l'envie de revenir un jour ou l'autre. Quand j'ai quitté le Sénégal, je m'étais dit, En quelle année à peu près? Je suis arrivé en 72. 72 en France. 21 septembre 1972 en France. Ça fait un bail quand même. Ça fait un bail. Donc, je suis un vieux de la vieille. Donc, j'ai assez bourlingué ici, Oui. tout en faisant des allers-retours au pays. Et donc, l'idée initiale de dire je viens me former pour repartir au Sénégal, je ne l'ai jamais perdue. Il s'est avéré que tout au long de mes études, quand je vais au pays, j'ai davantage vu que j'avais plus de perspectives de me réaliser dans un premier temps ici. Mais l'idée de retour au pays, je l'ai toujours gardée. Alors, quelle est la raison du retour au pays? C'est aussi pour rendre au pays ce qu'il nous a permis de faire. Si on est venu ici, qu'on a des études ou qu'on a des emplois assez lucratifs, la base initiale a été donnée au pays. Et donc, l'intérêt, c'est d'être un acteur du développement du pays, aller créer des emplois. Et puis, créer des emplois, permettre à des jeunes de ne plus émigrer, mais de rester plus sur place plutôt que de prendre des bateaux avec les conséquences que ça résulte. Exactement. Et donc, pouvoir créer de l'emploi, de la valeur économique. On sait qu'en Afrique, un Africain qui travaille fait vivre 10-15 personnes. Donc, c'est aussi permettre à beaucoup de gens de se réaliser. En un mot, me faire plaisir, être utile et gagner beaucoup d'argent. Oui, Monsieur Sarr, donc vous avez parlé tout à l'heure donc de l'informel en Afrique. Et est-ce que votre métier permettra de formaliser beaucoup d'emplois en Afrique? Bien évidemment, si vous formez des jeunes là-bas pour pouvoir organiser un peu le monde du travail. Alors, sans être prétentieux, je pense que ce que nous faisons, si nos gouvernants aillent vers une formalisation, ça peut être d'un apport très précieux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bulletins de salaire, en grosse partie tous les mois, qui serviront de base déclaratif pour percevoir de cotisations sociales. En France, c'est l'URSSAF, mais en Afrique, il y a l'équivalent de l'URSSAF, qui peut être la caisse de sécurité sociale et les caisses de retraite. Donc, on a les outils tout prêts pour lesquels on pourrait servir. Et aussi des prélèvements d'impôts. Et les prélèvements d'impôts. Parce que maintenant, de plus en plus de prélèvements d'impôts se font directement sur la fiche de paye. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le prélèvement à la source. Que voilà. nous maîtrisons. Donc, les outils que nous maîtrisons et qui nous ont été inspirés par l'État français peuvent être utilisés en tant que tels, adaptés certainement pour nos gouvernements sénégalais et d'autres pays. Parce que les matrices existent, il suffit simplement de pouvoir les implanter sur des outils logiciels. Voilà, donc, et ça permettra une collecte d'impôts, de cotisations sociales et de retraite. Et ça, vous envisagez de le faire quand? Alors, j'envisage de le faire dans la première année. Comme l'idée est de dire je vais créer des emplois pour des Sénégalais ou même pour des Africains, parce que l'idée initiale, telle que je l'ai toujours pensée, c'était de dire je m'installe fort de l'expérience que j'ai acquise ici dans tous les pays de la zone du Sahel, les pays francophones, maîtrisant le français. Ça pouvait être le Sénégal au départ parce que je suis sénégalais, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Mali, ça peut être le Bénin, ça peut être le Burkina Faso, tous les pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest maîtrisant le français. Ça, c'est l'idée générale. Mais avant de pouvoir étendre ça sur toute l'Afrique, il faut déjà expérimenter dans un pays et le choix est de dire je le fais dans celui où je suis né et que je connais. Après, une fois qu'on a fait ça, il n'y a aucune difficulté à condition que le gouvernement fasse tout pour que l'économie qui est globalement, sans donner un pourcentage qui pourrait
faire bondir des gens, qui est l'économie informelle. Si on la formalise, on a des outils tout prêts qu'on peut mettre à la disposition de tout gouvernement pour qu'il s'en inspire. Parce que le principe, c'est simplement de dire, j'embauche des gens, je réalise les formalités qu'il faut faire en amont avant qu'ils rentrent dans l'entreprise, à savoir des déclarations auprès des instances, un contrat de travail, et tout au long de leur vie, faire des bulletins de salaire jusqu'à leur sortie de l'entreprise. Les sorties pouvant être multiples pour X raisons. Donc, ayant ces outils-là qui permettent de capter des bases déclaratives, il n'y a rien de plus simple que de pouvoir les importer dans des outils adaptés à l'Afrique. Sachant que je dis adapté à l'Afrique parce qu'ici, un bulletin de salaire, je ne vous apprends pas, on a presque 30 lignes de cotisation, malgré tous les efforts de simplification. Voilà, je voulais vous dire que donc, dans ce domaine, pour le bulletin de paye, vous m'avez dit que le code du travail change régulièrement, mais le bulletin de paye également, et l'État cherche à simplifier. D'ailleurs, François Hollande l'appelait le choc, la simplification pour la création d'emplois, mais également pour la présence de l'État. Mais comment vous arrivez dans ce cas avec tous ces changements-là? Parce que un bulletin de paye qui est quand même la feuille assez longue. Tout à fait. Donc, elle fait pratiquement une bonne feuille A4, malgré les simplifications, lesquelles simplifications tardent à se mettre en place parce qu'il faut quand même de la lisibilité. Parce que le salarié lui-même est le premier contrôleur de son bulletin de salaire. Donc, si on regroupe tout, eh bien, c'est facile, ça fait moins, mais ça manque de lisibilité parce qu'on a expérimenté et les premières expérimentations nous ont conduit à beaucoup d'interrogations parce que les gens nous ont dit, mais attendez, messieurs, mon bulletin de ce mois-ci n'est pas conforme à celui du mois d'avant, je ne m'y retrouve plus. Donc, je ne crois pas trop à la simplification. Je croirai à la simplification quand il y aura un seul et unique collecteur de taxes, à savoir l'URSSAF. Ça veut dire l'URSSAF va percevoir les cotisations sociales, va percevoir la retraite, va percevoir la maladie, va percevoir le chômage, va percevoir la prévoyance et la mutuelle. Là, on pourra faire peut-être 2 lignes. Pourquoi 2 lignes? Parce qu'il y a une ligne qui prend la totalité du salaire, et il y a une ligne qui prend ce qu'on appelle le plafond. Le plafond étant la différence par rapport au brut et une certaine limite de cotisation. Quand il y aura un seul et unique collecteur, on pourra aller vers la simplification. En Afrique, notamment le Sénégal que je connais pour avoir vu des bulletins de salaire, ça sera beaucoup plus simple parce qu'en fait, il n'y a que 2 caisses. Oui. Et une troisième qui est l'État. Il y a donc la sécurité sociale et il y a la caisse de retraite et puis il y a l'État. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, au Sénégal, la fiche de paye est moins chargée. Ah, elle est moins chargée. Elle doit comporter 6 lignes. Oui. Et donc, est-ce que Exapay, donc, vous avez créé depuis sa création, donc, est-ce que ça progresse réellement? Alors, Exapay a été créé, je dirais, suite à une émanation de mon activité qui était consultant formateur. Donc, quand je dis que j'ai fait de l'expertise comptable, du contrôle de gestion et je me suis mis à mon compte dans les années 1989, c'était pour créer une entreprise, mais qui était beaucoup plus une société de formation. Formation dans le domaine duquel je suis issu, à savoir la comptabilité, la gestion et la paye. Donc, j'ai formé notamment dans la paye ce qu'on appelle des techniciens et des gestionnaires de paye pour des cabinets comptables, qui sont un gros vecteur de ce métier. J'ai formé pour les entreprises, j'ai formé pour le conseil régional dans le cadre d'appel d'offres pour former des gens qui soient capables de s'approprier tout le process de la paye et du code du travail et aller postuler pour faire de l'emploi. Comme j'ai formé pas loin de 500 personnes dans ce métier, je me suis dit, Dominique, il y a quand même quelque chose. Tu formes des gens, on t'envoie des gens que tu formes, et toi, tu continues à former pour des gens qui vont faire la paye pour les autres. Et donc, je me suis dit, dans ces conditions, il y a peut-être possibilité que je sois en même temps et formateur et prestataire de paye. Et c'est là que j'ai développé une activité de prestation de paye. Au départ, dans quelle année à peu près? Alors, je l'ai développé dans les années 2000, dans les années 2000. Je commençais à dire, je vais former tout en faisant l'activité. Au départ, il n'y avait rien. Il y avait 0 prestation de paye qu'on faisait. Et on est monté, je vais dire, de 0 jusqu'à 1000 bulletins mois. D'accord, mais ça fait quoi, 25 ans à peu près? Ça fait 25 ans que j'ai créé cette activité d'Exapay. Donc, vous avez une solide expérience. Ah, tout à fait. Et donc, maintenant,
quelles sont donc vos perspectives en France, hein, d'abord parce que vous avez parlé donc des perspectives à l'international, notamment en Afrique et au Sénégal, mais en France maintenant, et quelles sont vos projections? Alors, ma projection, c'est de dire, je maintiens l'activité Exapay telle qu'elle est aujourd'hui, avec une plateforme qui aura vocation d'aller démarcher les entreprises en France, de manière à permettre à Exapay Afrique de pouvoir faire la production. Les raisons étant simplement une question de dire je crée de l'emploi, je suis utile au pays, je participe au développement, je me fais plaisir et je gagne de l'argent. Mais l'idée, tout développement que je vais faire, ça peut se faire ici, mais ça sera pour permettre à la structure africaine de pouvoir produire. Donc, oui, donc en tant que chef d'entreprise, souvent j'ai entendu donc les jeunes Africains, hein, qui sont nés ici en France, qui ont beaucoup de mal à trouver des stages. Et est-ce que vous, personnellement, s'il y a des jeunes qui sont dans ce domaine et viennent solliciter des stages chez vous, donc est-ce que vous leur facilitez la tâche? Oui, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai essayé toujours d'intégrer les gens parce que peut-être qu'à un moment donné, j'avais eu besoin aussi qu'on me permette de faire un stage. Lequel stage j'ai pu faire parce que j'étais basketteur. Et que si je n'avais pas été basketteur, je ne l'aurais pas fait dans un cabinet comptable dans les années 1976. Donc, j'ai gardé aussi cette idée. Chaque fois que l'occasion se présente, j'intègre des gens ou je les recommande auprès d'autres personnes. Cette idée de générosité, en fait, C'est afin de... de générosité et de dire simplement, ben, essayons de tendre la main à ceux qui en ont certainement le plus besoin. Et donc, qui d'autre je peux intégrer? Ça ne veut pas dire que je n'intègre que des Africains. Je peux aussi bien intégrer en offrant des possibilités de stage à des Européens ou à des Africains. Mais chaque fois que l'occasion se prête, je le fais volontiers. Est-ce que vous croyez que ce métier donc, de la paye, les jeunes s'y intéressent de plus en plus, à votre avis? Alors, c'est assez porteur au jour d'aujourd'hui. Très, très porteur. Et donc, il y a pas mal de gens qui s'y orientent. Mais c'est porteur, en fait, parce que c'est un métier qui est plein de stress. Pour la simple bonne raison que si les payes se font entre le 25 et le 5, au maximum le 10 du mois suivant, c'est ce que dit le Code du travail, on doit payer les gens au plus tard le 10. Donc, le chef d'entreprise, quand il est confronté à une difficulté, ben, il dit il faut que j'embauche. Sauf que si vous embauchez quelqu'un qui tombe malade, c'est vous-même qui avez une difficulté et qu'il faut pouvoir trouver une solution. Donc, il y a de l'embauche, mais il y a beaucoup de déperdition parce que c'est un métier de stress. Et donc, les gens, souvent, il y a ce qu'on appelle un turnover assez important. Mais ceci étant dit, il y a encore de l'embauche dans ce métier-là. Est-ce que vous formez aussi des gens pour pouvoir, ce qu'on appelle les envoyer dans les entreprises pour les aider, c'est-à-dire en mission? Alors, ça, c'est ce que j'ai eu fait, comme je vous disais, quand je travaillais pour le Conseil régional ou France Travail, qui repérait des personnes qui étaient en situation de difficulté et qui voulaient se réorienter. Donc, il y avait un cadre d'appel d'offres qui existait, je répondais aux appels d'offres et je formais les gens qui, par la suite, j'accompagnais vers l'insertion dans l'entreprise. Oui, mais pas pour votre compte à vous. Ah non, pas pour mon compte. Ouais. J'ai toujours formé pour le compte d'autrui et c'est en formant pour le compte d'autrui que je me suis dit il y avait peut-être possibilité, Dominique, compte tenu le volume de gens que j'ai formés, c'est qu'il y avait une demande et je pouvais aussi m'insérer tout en étant formateur à devenir prestataire de services, ce que j'ai fait dans les années 2000. Oui, mais est-ce qu'actuellement, vous formez enfin, vous avez des salariés que vous pouvez envoyer à d'autres entreprises pour pouvoir les aider à mettre en place leur logiciel ou est-ce que ça c'est possible ou pas? Aujourd'hui, oui, je peux le faire. Je l'ai toujours fait jusqu'à prendre ma retraite parce que je vous parle, mais comme on a dit tout à l'heure, ça fait des années que je suis ici, que j'ai bourlingué, enfin, enlevons le mot bourlingué, que je me suis rompu à plein d'expériences. Je suis devenu retraité depuis 2017. D'accord. Et donc, j'ai quitté le monde de la formation, mais je n'ai pas quitté le monde de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que quand il était temps de prendre ma retraite, j'en ai informé mes clients, je vous ai dit à un moment donné, on est allé de 0 bulletin à 1000 bulletins de salaire, dans lesquels il y avait 3 cabinets comptables, un cabinet parisien, 2 cabinets de la région toulousaine, et j'avais plein de clients qui sont dans toute la France,
que j'ai pu conquérir, avec lesquels je suis resté depuis 2000 et qui me sont fidèles aujourd'hui. Quand il était temps de prendre ma retraite, je les ai informés. Bien entendu, après avoir informé mes salariés que j'avais à l'époque, parce que j'avais une dizaine de salariés, en leur disant, écoutez, moi je m'en vais à la retraite, je vous propose que vous rachetez l'entreprise. Ils n'ont pas voulu, ils ont dit, nous, monsieur Sarr, on préfère être salarié que de racheter l'entreprise et puis on n'a pas les moyens ou on ne veut pas y mettre de moyens. Je l'ai proposé à mes enfants qui sont diplômés aussi dans le domaine de Master 2 en droit du travail et de la formation et qui m'ont dit non papa, on préfère aller faire nos armes par ailleurs. N'ayant pas eu de possibilité de reprendre l'affaire, j'en ai fait une dissolution amiable auprès du tribunal de commerce et j'ai proposé au cabinet comptable qui m'ont dit si vous y restez, nous restons, si vous ne restez pas, on préfère avoir quelqu'un d'autre qui est dans une structure avec des salariés. Et parmi ces 1000 bulletins, j'en ai gardé 200, à peu près 25 clients, qui m'ont dit, écoutez, monsieur Sarr, on a toujours été avec vous dès le départ, vous avez fait de l'excellent travail, nous continuons avec vous. Donc aujourd'hui, bien que retraité, je continue à exercer en tant qu'auto-entrepreneur, mais en n'ayant pas perdu la fibre entrepreneuriale qui me permettrait demain de faire répartir cette affaire Exapay en Afrique. Très Donc bien. formateur, comme on dit, formateur un jour, formateur toujours. Toujours. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, donc, face à la caméra, qu'est-ce que vous avez comme mot de fin, en effet? Eh bien, comme je vous ai dit au départ, je souhaiterais être un acteur qui participe au développement de l'Afrique et non pas être quelqu'un de la diaspora qui critique mais qui ne fait rien. Donc, je préfère dire, j'ai une expérience ici qui a été avérée. Si j'arrive à trouver des partenaires que je vais sensibiliser à ce projet-là, il y a de quoi créer beaucoup d'emplois en Afrique parce que le métier dans lequel je suis, comme d'autres métiers, sont devenus des métiers externalisables du fait de la mondialisation. Dans la paye, j'ai des acteurs qui sont des concurrents, dont le plus gros que je ne citerai pas, qui aujourd'hui a créé en Tunisie 750 postes de techniciens de paye. Si ça peut se faire au Maghreb, il sera temps que nous, l'Afrique, on se fasse confiance nous-mêmes et qu'on dise ça aussi, on peut très bien le faire. Nous maîtrisons le français, nous le parlons très bien et il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas aussi profiter de la mondialisation tout en créant des emplois qui éviteraient l'émigration vers le nord. Très bien, bah, voilà une belle conclusion, Monsieur Dominique Sarr. Merci d'avoir Merci, accepté Cara. notre invitation. Donc, je crois que vous avez appris beaucoup de choses sur le métier de la paye et vous avez donc un expert à votre disposition, donc qui peut, si vous en avez besoin, donc le solliciter bien évidemment et qui compte contribuer au développement de l'Afrique en général et de son pays, le Sénégal en particulier, pour pouvoir former les jeunes à ce métier de la paye, donc qui prend de l'ampleur et qui est un métier d'avenir en effet. Alors, je remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. À la prochaine.